Le son sec de la gifle a claqué dans la salle à manger, suivi d'un seul mot qui a déchiré le silence du dîner. Ingrate. Ma joue a brûlé instantanément, une chaleur humiliante qui s'est propagée sur mon visage sous le regard de toute ma famille. Nous étions tous réunis pour le traditionnel dîner du dimanche, dans le pavillon de banlieue de ma mère à Lyon. L'odeur du poulet rôti flottait encore dans l'air, un parfum de normalité qui rendait la scène encore plus surréaliste. Tout avait basculé quelques minutes plus tôt, lorsque ma mère, Sylvie, avait annoncé d'un ton léger, comme si elle commentait la météo, que ma sœur cadette Chloé allait emménager avec moi dans mon petit appartement en ville. J'avais simplement répondu « non », calmement mais fermement. C'était la première fois que je lui tenais tête. Sa surprise s'était muée en fureur, et sa main était partie sans crier gare. La douleur physique n'était rien comparée à l'humiliation publique, à son regard qui me disait que je n'étais qu'une déception. Je suis restée debout, immobile, le bourdonnement de la gifle dans mon oreille. Personne n'a bougé. Ma mère me fusillait du regard, le torse soulevé par une indignation qu'elle jugeait légitime. Chloé, elle, avait baissé les yeux sur son assiette, mais je pouvais deviner un minuscule sourire satisfait sur ses lèvres. Le reste de la famille, mes oncles, mes tantes, semblaient soudain très intéressés par le motif de leur serviette. Le mot « ingrate » résonnait dans ma tête, une ironie si cruelle qu'elle m'a presque fait rire. Ingrate, moi ? Moi qui, depuis la mort de mon père il y a 3 ans, payais secrètement le loyer de cette maison. Chaque mois, un virement de 950 € partait de mon compte pour assurer un toit à ma mère et à ma sœur, qui vivaient dans l'illusion confortable que cette maison était leur héritage. Si vous avez déjà vécu quelque chose comme ça, si on vous a déjà fait sentir que vos sacrifices ne comptaient pas, abonnez-vous à la chaîne, aimez la vidéo et racontez votre histoire dans les commentaires. J'aimerais vraiment vous lire. Ma décision a été prise dans ce silence glacial. J'ai lentement repoussé ma chaise et le grincement sur le parquet a paru assourdissant. Sans un mot, j'ai contourné la table pour récupérer mon sac à main posé sur la console de l'entrée. Mes gestes étaient lents, délibérés, comme si je bougeais sous l'eau. La voix de ma mère a alors éclaté, tranchante et autoritaire. « Où vas-tu ? Ne me tourne pas le dos, Léa. La discussion n'est pas terminée. » Je me suis retournée pour lui faire face une dernière fois. J'ai planté mon regard dans le sien, sentant le mien devenir aussi froid que le sien était brûlant de colère. « Si, elle l'est, ai-je simplement dit, ma voix étonnamment stable. Je n'ai pas accordé un regard à Chloé, qui commençait à afficher une mine inquiète, ni aux autres convives, pétrifiés dans leur lâcheté. J'ai senti leurs yeux me suivre, tandis que je me dirigeais vers la porte, l'ouvrais et sortais dans l'air frais de la nuit. J'ai refermé la porte doucement derrière moi, le déclic du verrou sonnant comme le point final d'un chapitre douloureux de ma vie. En marchant vers ma voiture, mes mains se sont mises à trembler, non pas de peur, mais d'une rage froide et contenue qui montait en moi. Mon téléphone a vibré dans ma poche. Un message de Chloé. « Sérieux ? T'abuses. Maman a raison. Commence à vider un placard pour la semaine prochaine. » Ce message, dénué de la moindre empathie, débordant de ce sentiment que tout lui était dû, a été le coup de grâce. Il a pulvérisé les derniers vestiges de ma culpabilité. Pour elle, je n'étais pas une personne. J'étais une commodité, un service après-vente, et mon petit appartement, ce sanctuaire que j'avais mis tant d'années à me construire, n'était qu'une extension de leur confort. Je me suis assise dans ma voiture, dans le noir, le souffle court. Ma mère pensait que cette gifle était la fin de la discussion, une correction pour me remettre à ma place. Elle croyait avoir gagné, mais elle ignorait complètement ce que j'avais fait 1 heure avant d'arriver à ce dîner. Elle ne se doutait pas que son monde, bâti sur mon silence et mes sacrifices, était sur le point de s'effondrer. Ce retour en arrière me ramène 3 ans plus tôt, au jour où le monde s'est arrêté. La mort de mon père n'a pas seulement laissé un vide affectif, elle a révélé un abîme financier que personne ne soupçonnait. Ma mère, Sylvie, s'est effondrée, pas seulement de chagrin, mais d'une terreur pure et simple face à l'avenir. Elle s'est accrochée à cette maison comme à une bouée de sauvetage.
répétant à qui voulait l'entendre que mon père avait tout prévu pour nous mettre à l'abri. C'était un mensonge qu'elle se racontait à elle-même, une fable pour ne pas sombrer. En la voyant si fragile, si perdue, j'ai fait ce que j'ai toujours fait depuis mon enfance. J'ai endossé le rôle de l'adulte. J'ai ravalé mes propres larmes, j'ai mis mon deuil en pause et j'ai cherché une solution, en silence, pour que son monde ne s'écroule pas. Je voulais la protéger, elle et ma sœur, de la dure réalité qui nous attendait. En fouillant dans les papiers administratifs de mon père, j'ai découvert la vérité, bien moins glorieuse que le conte de ma mère. Il n'y avait pas de titre de propriété, mais un contrat de location. Pas d'héritage, mais une montagne de dettes de crédit à la consommation. La maison n'était pas à nous. J'ai alors pris la décision la plus lourde de ma jeune vie. J'ai contacté l'agence immobilière, j'ai expliqué la situation et j'ai fait transférer le bail à mon nom, engageant mon propre salaire de développeuse web. Le loyer était de 950 € par mois. Pendant 3 ans, 36 mois consécutifs, j'ai versé cette somme sans jamais en parler à personne. Un total de 34 200 € sorti de ma poche pour maintenir une illusion de sécurité. Pendant qu'elle vivait confortablement, je calculais chaque dépense, je renonçais aux sorties, aux vacances, à tout ce qui rend la jeunesse un peu plus légère. Chloé, elle, flottait dans une bulle d'insouciance que je finançais secrètement. Elle n'a jamais eu à se soucier de l'argent. Pour elle, la vie continuait comme avant, peut-être même en mieux, car ma mère, dans son deuil, la couvrait de cadeaux pour compenser l'absence paternelle. Je me souviens d'un hiver particulièrement rude, où j'ai dû choisir entre réparer ma voiture et payer le loyer. J'ai pris le bus pendant des semaines. Le même mois, Chloé a débarqué avec un nouveau sac de marque, un petit plaisir que maman lui avait offert parce qu'elle avait eu une mauvaise note à un examen. Chaque fois que je les voyais dépenser sans compter l'argent que je gagnais si durement, une petite partie de moi se brisait. Je n'étais pas jalouse de ses possessions. J'étais anéantie par l'injustice de la situation. Elle profitait de mon sacrifice sans même savoir qu'il existait. Ma mère n'était pas aveugle. Elle était sélective. Elle voyait mes heures supplémentaires, ma fatigue, ma frugalité, mais elle les interprétait comme des traits de caractère, pas comme les conséquences d'un fardeau. Léa est si mature pour son âge, si raisonnable, disait-elle à ses amis avec une pointe de fierté. Ce n'était pas de la maturité, c'était de la survie. Elle louait la créativité et la joie de vivre de Chloé, des qualités que ma sœur cadette pouvait se permettre d'avoir parce que je m'occupais des fondations. Ma mère avait créé une dynamique parfaite pour son confort. Une fille pour l'amuser et une autre pour assurer la logistique. Mon rôle était celui du pilier silencieux, celui qu'on ne remarque que lorsqu'il menace de s'effondrer. Chaque compliment qu'elle adressait à Chloé sonnait comme un reproche indirect à mon encontre, comme si mon sérieux était un manque de fantaisie. Cette accumulation de sacrifices invisibles et de frustrations silencieuses avait atteint un point de non-retour bien avant ce dîner. La demande de ma mère pour que j'héberge Chloé n'a été que l'étincelle sur une poudrière. Ce n'était pas une décision impulsive, née de la gifle. C'était une libération, mûrement réfléchie. 1 heure avant de me rendre à ce dîner, j'avais ouvert mon ordinateur portable. Mon cœur battait fort, mais mes doigts étaient stables. J'ai rédigé et envoyé un courriel très simple à l'agence immobilière, avec en pièce jointe ma lettre de résiliation du bail, en respectant le préavis d'1 mois. J'étais la seule locataire officielle, la seule à pouvoir le faire. Ma mère pensait m'avoir punie avec une gifle. Elle ne savait pas que le véritable jugement, celui qui allait faire s'écrouler ses certitudes, était déjà en route, dans la boîte de réception d'un agent immobilier. Le silence de l'habitacle de ma voiture était assourdissant après le chaos feutré du dîner. Je suis restée là, les mains agrippées au volant, le cuir froid sous mes doigts. Ma joue me lançait encore, une douleur sourde qui me rappelait l'humiliation subie. La colère, d'abord chaude et explosive, se muait lentement en quelque chose de plus froid, de plus dense. C'était une rage calculatrice, une indignation qui ne cherchait pas à crier mais à agir. J'ai regardé la maison.
les lumières du salon projetant des ombres dansantes sur la pelouse. J'imaginais la conversation qui avait repris, les murmures me condamnant, ma mère se posant en victime d'une fille rebelle et irrespectueuse. Ils étaient là, au chaud, dans leur confort que je finançais, à débattre de mon ingratitude. Le mot résonnait encore, comme un écho empoisonné. J'ai fermé les yeux, inspirant profondément l'air frais de la nuit. Mon cœur ne battait plus la chamade. Il battait à un rythme lent, régulier, presque martial. C'était le son d'une décision qui se solidifiait, devenant irréversible. Mon téléphone a vibré sur le siège passager, son écran s'illuminant d'une lueur agressive dans l'obscurité. C'était Chloé. Je savais ce que j'allais y lire avant même de le prendre. C'était un message qui ne chercherait ni à comprendre, ni à apaiser, mais à exiger. Sérieux, t'abuses. Maman a raison. Commence à vider un placard pour la semaine prochaine. Chaque mot était une petite goutte de venin, une confirmation parfaite de leur déconnexion totale. Pour elles, ma vie, mon espace, mon travail acharné n'était qu'une extension de leurs propres désirs. Je n'étais pas une personne avec des limites. J'étais une ressource inépuisable. Ce message a été le coup de grâce, celui qui a balayé les derniers vestiges de culpabilité ou de doute qui auraient pu subsister. Il n'y avait plus de place pour la pitié. Leur égoïsme était si pur, si décomplexé, qu'il en devenait presque fascinant. J'ai relu le message, non plus avec de la peine, mais avec une clarté glaciale. Elle ne changerait jamais. Et puisque c'était le cas, c'était à moi de changer les règles du jeu. Mes doigts ont glissé sur l'écran, dépassant le nom de ma mère et de ma sœur, pour trouver le seul numéro qui pouvait m'offrir un refuge. Ma tante Isabelle, la sœur de mon père. Elle avait toujours eu un regard lucide sur la dynamique de notre famille, observant de loin le narcissisme de ma mère et l'immaturité entretenue de Chloé. Elle n'intervenait jamais directement, par respect pour son frère, mais ses regards en disaient long. En composant son numéro, je ne cherchais pas une solution, mais une validation. J'avais besoin d'entendre que je n'étais pas folle, que mon sentiment d'injustice était légitime. J'avais besoin d'une ancre morale avant de couper définitivement les amarres. Le téléphone a sonné 1 fois, 2 fois, puis sa voix, chaude et posée, a retenti. « Léa, tout va bien ?» J'ai pris 1 seconde pour maîtriser ma propre voix, pour qu'elle ne tremble pas. Je ne voulais pas de pitié. Je voulais de la force. Je lui ai tout raconté, la gifle, le mot, le message de Chloé, sans pleurer, avec une précision presque clinique. Un long silence a suivi mon récit. Je pouvais presque l'entendre réfléchir à l'autre bout du fil, pesant chaque mot de sa future réponse. Puis elle a parlé, et sa voix était empreinte d'une gravité qui m'a soulagée jusqu'à la moelle. « Tu as supporté ça assez longtemps, ma chérie. Bien trop longtemps. Fais ce que tu as à faire. Ne te retourne pas. » Ces quelques phrases ont agi comme un baume sur une plaie ouverte. Ce n'était pas seulement une permission. C'était un ordre bienveillant, une bénédiction. Elle ne me demandait pas de pardonner, d'être la plus mature. Elle me donnait le droit de me choisir, de me sauver. L'approbation de la seule personne dont la vie comptait vraiment a cimenté ma résolution. La culpabilité, cette vieille compagne de route, s'est évaporée complètement, remplacée par une certitude inébranlable. Ma mère m'avait jugée ingrate. Elle allait bientôt comprendre la véritable valeur de mon ingratitude. Je l'ai remerciée, la voix enfin assurée, et j'ai raccroché. J'ai démarré le moteur de la voiture, son ronronnement doux brisant le silence de la rue pavillonnaire. Dans le rétroviseur, j'ai jeté un dernier regard à la maison. Les lumières du salon brillaient toujours, une fausse promesse de chaleur et de sécurité. Ce n'était plus mon foyer depuis longtemps. C'était devenu une cage dorée que je payais moi-même pour y être méprisée. Ma mère pensait que j'étais partie en claquant la porte, une enfant capricieuse faisant une crise. Elle s'attendait probablement à ce que je revienne en rampant d'ici quelques jours, pleine de remords. Elle ne pouvait pas imaginer que ma véritable réponse n'était pas dans mon départ, mais dans cet email que j'avais envoyé 1 heure avant le dîner. Un simple courriel de résiliation de bail.
Le compte à rebours de 30 jours avait déjà commencé. Ils ne le savaient pas encore, mais les fondations de leur monde confortable venaient de se fissurer, et l'effondrement était imminent. Les premiers jours dans mon appartement ont été étranges, un mélange de silence assourdissant et de liberté vertigineuse. Chaque recoin de ce petit espace, que j'avais autrefois considéré comme une simple étape, me semblait désormais être une forteresse. C'était le seul territoire qui m'appartenait vraiment, le seul endroit où je n'étais pas définie par mon rôle de fille ou de sœur. La douleur sur ma joue s'était estompée, mais la blessure intérieure, elle, commençait à se transformer. Ce n'était plus de la peine, mais une sorte d'énergie froide et concentrée. J'ai passé des heures assise sur mon canapé, à regarder par la fenêtre sans vraiment voir la ville. Je ne pleurais pas, je réfléchissais. La résiliation du bail n'était que la première étape. C'était l'acte de séparation. Maintenant, je devais préparer la confrontation, car je savais, avec une certitude absolue, qu'elle viendrait. Je devais transformer ma douleur en une armure et mes sacrifices en une arme. Les mots de ma tante Isabelle résonnaient en moi comme un mantra. Fais ce que tu as à faire, ne te retourne pas. Sa validation avait été plus qu'un simple réconfort. C'était une permission de me choisir, de faire passer ma survie avant leur confort. Elle était la seule figure de ma famille qui m'avait jamais vue comme une personne entière, et pas seulement comme une pièce fonctionnelle dans l'engrenage familial. Son soutien a cimenté ma décision, balayant les dernières bribes de culpabilité qui tentaient de s'accrocher à moi. Je n'étais pas une enfant capricieuse qui faisait une crise. J'étais une adulte qui posait une limite que j'aurais dû tracer il y a 3 ans. Grâce à elle, j'ai compris que mon plan n'était pas un acte de vengeance, mais un acte de justice personnelle. Elle m'avait donné la légitimité dont j'avais besoin pour affronter non seulement ma mère, mais aussi l'image de la fille dévouée que j'avais si longtemps portée. Le plan s'est alors dessiné dans mon esprit avec une clarté redoutable. Ma mère et ma sœur allaient en débarquer, furieuses, paniquées, armées de reproches et de chantage affectif. Elles m'accuseraient de les jeter à la rue, de trahir la mémoire de mon père. Ma parole seule ne suffirait pas. Elles la tordraient, la nieraient, la retourneraient contre moi. J'avais besoin de quelque chose de concret, d'irréfutable. Une preuve qui anéantirait leur récit en une seconde. C'est là que l'idée m'est venue. Le symbole de ma libération ne serait pas une lettre ou un discours. Ce serait un document, ou plutôt une pile de documents. J'allais imprimer les 36 relevés de compte, un pour chaque mois de loyer payé. Chaque virement de 950 €, noir sur blanc. Ce ne serait pas une accusation, mais un fait. La vérité brute, non négociable, qui allait faire s'effondrer leur monde d'illusions. Le lendemain matin, j'ai agi avec une précision quasi chirurgicale. Je me suis connectée à mon compte en banque et j'ai méthodiquement téléchargé chaque relevé mensuel des 3 dernières années. Le bruit de l'imprimante dans le silence de mon appartement était la seule bande-son de ma matinée. Page après page, l'historique de mon sacrifice silencieux se matérialisait. J'ai étalé les feuilles sur ma table basse, créant une mosaïque de chiffres et de dates. 34 200 €. Voir cette somme, la quantifier, a eu un effet étrange sur moi. Ce n'était plus une abstraction, un simple effort mensuel. C'était une montagne d'argent, une montagne de temps, une montagne de ma propre vie que je leur avais donnée sans qu'elles le sachent. J'ai rassemblé les feuilles, les ai alignées parfaitement et les ai posées sur la console de l'entrée. Mon cœur ne battait plus avec anxiété, mais avec la froide détermination de quelqu'un qui s'apprête à présenter une thèse. Pendant 3 jours, un silence de mort a régné. Pas un appel, pas un message. Je savais ce que cela signifiait. L'agent immobilier avait dû les contacter. J'imaginais leur incrédulité initiale, puis la panique, et enfin la fureur se cristallisant et se dirigeant vers une seule cible. Moi. Chaque heure qui passait était une tension supplémentaire qui s'accumulait dans l'air de mon appartement. Je ne sortais presque plus, attendant l'inévitable. Je n'avais pas peur. J'étais prête. La pile de relevés bancaires sur la console était mon encre. C'était la vérité,
et elle attendait patiemment son heure. Et puis, le 3e soir, alors que la nuit tombait sur Lyon, le son strident de l'interphone a déchiré le silence. Il a retenti une fois, puis une 2e fois, avec une insistance agressive. Le moment était venu. Je me suis levée lentement, j'ai traversé le salon et j'ai appuyé sur le bouton pour ouvrir la porte de l'immeuble. La confrontation commençait. Je les ai vus à travers le judas avant d'ouvrir. Ma mère, le visage déformé par une fureur paniquée, martelait le bouton de l'interphone. À côté d'elle, Chloé pleurait silencieusement, l'air d'une enfant perdue. J'ai pris une profonde inspiration, sentant le calme s'installer en moi, un calme froid et tranchant comme une lame. J'ai ouvert la porte. Le flot de paroles de ma mère s'est déversé sur le palier. Un torrent de reproches et d'accusations. Comment avais-je osé ? Étais-je folle ? La jeter à la rue, elle, sa propre mère, après tout ce qu'elle avait fait pour moi ? Elle gesticulait, le souffle court, ses yeux me fusillant d'une indignation qu'elle croyait sainte. Je suis restée immobile, adossée au chambranle de ma porte, dans mon appartement, sur mon territoire. Je l'ai laissé vider son sac, déverser tout son venin. Je n'ai pas prononcé un mot. Je n'avais pas besoin de crier. Le silence était devenu mon allié le plus puissant, et chaque seconde qui passait semblait amplifier sa panique. J'ai attendu qu'elle reprenne son souffle, sa poitrine se soulevant de manière erratique. C'est alors que j'ai parlé, ma voix posée, presque douce, ce qui a semblé la déstabiliser plus encore que si j'avais hurlé. Je ne suis pas une ingrate, maman. J'étais votre plan retraite, et ce plan vient de prendre fin. Les mots ont flotté entre nous dans le silence du couloir de l'immeuble. Chloé a cessé de pleurer pour me fixer avec une incompréhension totale. Ma mère, elle, a eu un léger recul, comme si je l'avais giflée à mon tour. La fureur dans ses yeux a vacillé, laissant place à une lueur de confusion. Elle ne comprenait pas. Pour elle, mes paroles étaient un code, une nouvelle forme de rébellion qu'elle ne parvenait pas à déchiffrer. Elle s'attendait à des larmes, à des excuses, à une capitulation. Elle n'était absolument pas préparée à cette froide déclaration de fait, à cette fin de non-recevoir qui ne laissait aucune place à la négociation ou au chantage affectif qu'elle maîtrisait si bien. Son esprit a cherché une faille, un angle d'attaque. Elle s'est redressée, retrouvant une once de son autorité factice. Un plan retraite ? Mais de quoi parles-tu ? Tu es devenue folle, complètement égoïste. Cette maison est à nous. C'est tout ce que ton père nous a laissé. C'est notre sécurité, notre héritage. Elle a prononcé le mot « héritage » avec une emphase dramatique, comme un argument massu censé me faire plier sous le poids de la culpabilité. Elle y croyait vraiment. Dans son esprit, cette histoire qu'elle se racontait depuis 3 ans était devenue la vérité absolue. Elle s'était construite un château de certitude sur des fondations de sable, et elle me regardait comme si j'étais la barbare qui venait saccager son royaume. Chloé hochait la tête derrière elle, les larmes recommençant à couler, répétant en écho « C'est la maison de papa ». Elles étaient toutes les deux piégées dans le même mensonge confortable, et le moment de les en réveiller était enfin arrivé. J'ai secoué la tête, lentement, un mouvement presque imperceptible mais qui a suffi à figer le discours de ma mère. Non. Le mot est sorti, net et sans appel. Papa n'a laissé que des dettes. J'ai vu le choc traverser le visage de Chloé, ses yeux s'écarquillant. Ma mère a ouvert la bouche pour protester, mais je ne lui en ai pas laissé le temps. J'ai continué, ma voix toujours aussi calme, chaque mot pesé, chaque syllabe une pierre posée sur la tombe de leurs illusions. La maison est en location, et c'est moi qui payais le loyer depuis sa mort. 950 € chaque mois, pendant 3 ans. Le silence qui a suivi a été total, absolu. Il était si lourd qu'on aurait pu l'entendre tomber et se briser sur le carrelage du palier. J'ai vu la confusion de Chloé se transformer en une horreur naissante, tandis qu'elle se tournait vers notre mère, cherchant un démenti qui ne venait pas. Le visage de ma mère était une toile sur laquelle se peignait la désintégration d'un monde. La colère s'est évaporée, l'indignation a disparu, la théâtralité s'est effondrée.
Il ne restait plus qu'une incrédulité brute, nue et terrifiée. Son teint est devenu cireux, ses lèvres ont tremblé. Sa bouche s'est ouverte, puis refermée, incapable de produire le moindre son, comme un poisson hors de l'eau cherchant désespérément de l'air. Elle me fixait, mais son regard était vide, perdu dans l'abîme qui venait de s'ouvrir sous ses pieds. Toute sa posture de matriarche outragée s'est affaissée, la laissant soudain vieille et fragile. Puis, après ce qui a semblé une éternité, elle a réussi à articuler 2 mots. Ce ne fut pas un cri, ni même une question agressive. Ce fut un souffle d'horreur, un murmure étranglé qui a scellé ma victoire et sa défaite. Quel loyer! Je n'ai pas eu besoin de répondre. Le mot « loyer » a suffi. Il a agi comme une décharge électrique, faisant sauter tous les fusibles de son assurance. Le visage de ma mère s'est décomposé, passant par toutes les étapes du déni en quelques secondes. La confusion, l'indignation, puis une terreur pure et blanche. Elle a balbutié, cherchant ses mots, cherchant une faille dans mon affirmation, mais il n'y en avait aucune. Chloé, à côté, pleurait désormais pour de vraies raisons. Ses larmes n'étaient plus celles d'une enfant contrariée, mais celles de quelqu'un qui voit son monde s'effondrer. Elle a attrapé le bras de notre mère. « Maman, c'est vrai. Dis-lui que ce n'est pas vrai. » Mais notre mère était incapable de prononcer le moindre son. Elle me fixait, les yeux écarquillés, comme si elle me voyait pour la première fois. Non pas sa fille, mais son bourreau. J'ai reculé doucement dans mon appartement. Je n'ai pas claqué la porte. Je l'ai refermée, lentement, et le clic du verrou a sonné comme un verdict. Elles sont restées sur le palier, frappant à la porte, leur voix passant des supplications aux insultes. C'est là que j'ai su que je devais leur donner la preuve finale, le coup de grâce qui mettrait un terme à toute discussion. J'ai pris la pile de relevés bancaires sur ma console, j'ai rouvert la porte, et je leur ai tendu les 36 feuilles. « Voici votre héritage », ai-je dit, ma voix dénuée de toute émotion. Ma mère a regardé les papiers comme si c'était un serpent. Chloé en a attrapé une feuille, ses yeux parcourant les lignes de chiffres, cherchant à comprendre. J'ai vu le moment exact où elle a trouvé le virement mensuel, libellé « Loyer agence immobilière ». Son visage s'est affaissé. Les feuilles lui ont glissé des mains et se sont éparpillées sur le sol du couloir, une constellation de chiffres qui racontait l'histoire de mon sacrifice et de leur aveuglement. Ma mère n'a même pas essayé de les ramasser. Elle s'est appuyée contre le mur, le souffle coupé, vaincue non pas par ma colère, mais par la vérité implacable, imprimée noir sur blanc. Les jours suivants, la nouvelle s'est répandue dans la famille comme une traînée de poudre. Ma tante Isabelle m'a appelée, non pas pour me questionner, mais pour me dire que tout le monde savait. Les oncles et tantes qui étaient restés silencieux pendant le dîner de l'humiliation m'appelèrent maintenant, me présentant des excuses maladroites, exprimant leur choc. L'autorité morale de ma mère, qu'elle avait bâtie sur une image de matriarche dévouée et prévoyante, a été pulvérisée en un instant. Elle n'était plus la victime d'une fille ingrate, mais une femme qui avait sciemment exploité sa propre enfant pendant des années. Elle est devenue un objet de pitié et de mépris, ses mensonges exposés au grand jour. Personne n'a osé me demander de revenir sur ma décision. Ils avaient enfin compris que mon geste n'était pas une crise de colère, mais l'inévitable conséquence de 3 années d'injustice. Le silence respectueux qui entourait désormais mon nom était la plus douce des validations. La conséquence la plus concrète et la plus brutale pour elle a été l'expulsion. Sans mon nom sur le bail et sans mes revenus pour le couvrir, elles n'avaient aucune chance de garder la maison. Elles ont dû déménager dans un petit 2 pièces, dans un quartier moins agréable, un endroit où les façades n'étaient pas aussi bien entretenues et où le prestige n'existait pas. Leur confort, bâti sur mon travail acharné, s'est évaporé. Pour la première fois de sa vie, Chloé a dû chercher un emploi. Elle a trouvé un poste au SMIC dans un supermarché, passant ses journées à remplir des rayons au lieu de faire du shopping. Chaque soir, en rentrant dans mon appartement calme et paisible, je pensais à elle, non pas avec haine, mais avec une sorte de détachement clinique. Elle n'avait pas été punie par moi. Elle faisait simplement face à la réalité.
une réalité que j'avais tenue à distance pour elle pendant si longtemps. La justice n'avait pas été une vengeance, mais un simple rééquilibrage des choses. J'ai fini par bloquer leur numéro. Les messages de Chloé, pleins de reproches sur la dureté de sa nouvelle vie, et les appels silencieux de ma mère n'avaient plus de prise sur moi. Mon acte n'était pas seulement de résilier un bail, mais de résilier un contrat émotionnel toxique qui m'avait enchaîné depuis l'enfance. Avec les 950 € que j'économisais désormais chaque mois, un nouveau monde de possibilités s'ouvrait à moi. Je pouvais enfin commencer à épargner pour acheter mon propre bien, un véritable sanctuaire qui ne serait qu'à moi. La culpabilité avait été remplacée par une paix profonde, une certitude tranquille que j'avais fait ce qu'il fallait pour survivre. Je n'avais pas détruit une famille, j'avais simplement cessé de maintenir une illusion à bout de bras. Pour la première fois depuis la mort de mon père, je ne me sentais plus responsable de leur bonheur. Je me sentais seulement responsable du mien. Cela fait maintenant 1 an. Je vis à Marseille. Et chaque matin, le sel de la mer me rappelle que j'ai choisi l'océan plutôt que la cage. Le son de mon téléphone ne me fait plus sursauter. La paix que j'ai trouvée ici n'est pas seulement géographique, elle est intérieure. C'est un silence profond qui a remplacé le bruit constant de l'anxiété et du ressentiment. Parfois, je m'assois sur mon petit balcon et je regarde les bateaux entrer dans le vieux port, et je réalise que j'ai fait la même chose. J'ai navigué à travers une tempête pour atteindre un havre de paix. Je n'ai plus besoin de prouver ma valeur, ni de me battre pour être entendue. Ma joue ne me brûle plus, et le mot ingrate n'est plus qu'un écho lointain, le son d'une langue étrangère que j'ai désapprise. Ma vie ne se mesure plus en sacrifice, mais en moments de quiétude que je m'offre sans culpabilité. La leçon la plus difficile n'a pas été de partir, mais de comprendre que l'amour ne doit jamais être une dette. J'ai passé des années à croire que ma valeur dépendait de ce que je pouvais donner, de ma capacité à endurer en silence. La gifle de ma mère n'a pas seulement été une humiliation, elle a été une clarification brutale. Elle m'a montré que pour ma famille, je n'étais pas une personne, mais une fonction, un pilier destiné à soutenir leur confort sans jamais se plaindre. J'ai appris que poser une limite n'est pas un acte de cruauté, mais la forme la plus élémentaire de respect de soi. On ne peut pas sauver les gens d'eux-mêmes, et on ne peut certainement pas les forcer à reconnaître les sacrifices qu'ils choisissent d'ignorer. Ma plus grande victoire n'a pas été de leur montrer la vérité avec ses relevés bancaires, mais de m'autoriser enfin à avoir ma propre vérité. Mon nouveau départ s'est matérialisé par des choses simples. Un nouvel emploi dans une petite entreprise de technologie où mes compétences sont appréciées et récompensées. Un appartement plus lumineux, même s'il est plus petit, dont chaque meuble a été choisi par moi, pour moi. Avec les 950 € que je n'ai plus à envoyer chaque mois, j'ai commencé à mettre de l'argent de côté pour un projet d'achat. Ce n'est plus un rêve lointain, mais un plan concret. Je peux m'offrir un café en terrasse sans calculer. Je peux planifier un week-end sans angoisser. Ce ne sont pas des luxes, ce sont les fondations d'une vie normale que je m'étais interdite. Chaque petite décision, chaque dépense faite pour mon propre bien-être, est une affirmation silencieuse de mon indépendance et de ma liberté. C'est la reconstruction patiente d'une vie qui m'appartient enfin entièrement. Je ne porte plus de colère. La haine est une encre trop lourde, et j'ai choisi de naviguer léger. J'ai compris que le pardon ne signifie pas forcément la réconciliation. J'ai pardonné à ma mère et à ma sœur, non pas pour ce qu'elles ont fait, mais pour ce qu'elles sont, des personnes incapables de voir au-delà de leurs propres besoins. Et surtout, je me suis pardonnée à moi-même d'avoir mis si longtemps à me choisir. La cicatrice de cette épreuve est là, invisible mais présente. Elle ne me fait plus mal. Au contraire, elle est devenue une sorte de boussole intérieure, un rappel constant de ma propre force et de la valeur de ma dignité. Certaines portes, une fois fermées, doivent le rester. Non pas pour punir ceux qui sont dehors, mais pour protéger celui ou celle qui est à l'intérieur. C'est la sagesse la plus précieuse que j'ai gagnée. Mon histoire n'est pas une tragédie. C'est le récit d'une libération. C'est la preuve qu'il n'est jamais trop tard pour démolir les murs d'une prison, même si on a contribué à les construire. J'ai cessé d'être le pilier silencieux d'une maison qui n'était pas la mienne pour devenir l'architecte de ma propre existence.
Je regarde l'horizon, la ligne où le ciel et la mer se rencontrent, et je sais que mon avenir est aussi vaste et ouvert que cette vue. Il n'y a plus d'ombre du passé pour obscurcir la lumière. Il n'y a que moi, ma liberté durement gagnée et la promesse de jours meilleurs. Je partage cette histoire non pas pour attirer la pitié, mais pour peut-être donner à quelqu'un d'autre le courage de poser ses propres limites. Et vous, qu'auriez-vous fait à ma place ?